lancer notre avant-dernière conférence qui s'intitule JO Alpes françaises 2030. Je vais demander à nos invités de nous rejoindre sur scène. On va accueillir, alors je ne sais pas si c'est l'ordre protocolaire ou pas, mais Madame Marie-Hélène Mathieu, qui est conseillère régionale, présidente de la commission sport, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Le nom de la commission a été modifié, me semble-t-il. On va accueillir Marie-Christine Place, qui est présidente du CROSS, Comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Jean-Michel Provini, qui est président de la commission départementale de ski et membre du comité départemental olympique et sportif. Et on va accueillir Patrick Montel, journaliste, ancien journaliste sportif à France Télévisions. Alors, on évoquera un petit peu plus tard pourquoi cette conférence sur les Alpes françaises 2030, JO Alpes françaises 2030, je crois que c'est le nom exact qui a été donné, et l'engagement des Beaujolais Runners. Mais peut-être avant, si vous le voulez bien, alors là, on va rentrer sur quelques questions un petit peu techniques pour ouvrir. Madame la conseillère départementale, Madame la présidente du CROSS, vous allez nous expliquer tout ça. C'est le fonctionnement, comment ça fonctionne, ce COJOP. On a tous entendu dire, enfin j'espère que le président s'appelle Edgar Gros-Piron, mais derrière, comment ça fonctionne, quelles sont la répartition des rôles entre le CNOSF, le CIO, puisque le CNOSF doit être la déclinaison du CIO, la région, et quand je dis la région, c'est même les régions, puisqu'il y a 2 régions qui sont incluses dans le projet, et puis les différentes collectivités territoriales, les 2 conseils régionaux, peut-être les communes, les privés. Voilà comment ça fonctionne, le COJOP, Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie, cher Alain, d'être parmi vous cet après-midi. Donc oui, effectivement, je suis présidente de la commission sport Jeux olympiques, paralympiques d'hiver 2030. Donc, avec la région, on prépare activement ces Jeux, parce que finalement, quand on regarde, vous m'avez dit combien, 1500 jours à peu près. 1500 jours, ça va être vite fait, hein. Ça va être vite là. La région, bien évidemment, elle a un grand rôle à jouer, puisque en grande partie, ça va se dérouler sur son territoire. Le COJOP, peut-être que Marie-Christine pourra en dire un petit peu plus sur le côté olympique. Effectivement, c'est Edgar Gros-Piron qui est président de ce COJOP. La région Auvergne-Rhône-Alpes, elle, fait partie du comité exécutif. Et donc, le 1er janvier 2026, Fabrice Pankouk, notre président de région, va prendre la présidence de cette organisation. Alors, pas du COJOP, mais de l'organisation des Jeux. Le COJOP, moi, ce que je peux en dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la charge d'organiser toutes les manifestations sportives, l'accueil des sportifs, des délégations, de tous les visiteurs, des médias, de la presse, voilà. Et puis nous, par contre, la région, on est impliqué dans la société qu'on appelle Solidéo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques. Donc là, il y a un gros travail. Alors on a une énorme chance sur cette région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir accueilli en 1992 les Jeux d'Albertville, d'avoir encore des infrastructures qui ont été entretenues et qui continuent d'être utilisées. Donc ça, c'est important parce que ces infrastructures, elles seront réutilisées pour les Jeux de 2030. Alors bien sûr, avec des aménagements, avec certainement des travaux. Mais voilà, donc nous, on a effectivement beaucoup à faire sur toutes les infrastructures, les villages olympiques, puisqu'on accueillera je ne sais pas combien d'athlètes, mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Alors nous, on accueille 98 pays, normalement il y en aura plus. Hein. Je pense. Mais on demandera à Alain qui nous donne des conseils pour accueillir ces délégations. Il y a une signature, il y a le CIO qui délègue à un CNOSF avec la caution d'un État et de région l'organisation des Jeux Olympiques. J'ai bien résumé ou j'ai été un peu trop simpliste? Non, c'est une belle synthèse. Effectivement, en 2024, juste avant le commencement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, on a eu la signature du fait qu'on allait pouvoir organiser les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Alpes françaises 2030. Donc c'était vraiment un vrai enthousiasme qui a
commencer. Effectivement, à chaque fois qu'on a les Jeux, on a donc une organisation spécifique qui se met en place, donc le COJOP qui est composé à la fois du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique aussi, et puis les 2 régions, et puis l'État qui vient compléter ce trio et qui participe, comme l'a dit Marie-Hélène, voilà, à cette organisation spécifique des Jeux olympiques et paralympiques en France. Alors, on va y revenir après à tous les niveaux. Au niveau engagement humain, on en est où aujourd'hui au niveau de la région? Combien de personnes vont être mobilisées? Je sais que, je l'ai dit, on est à 1500 jours, donc tout n'est peut-être pas fixé. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'à la région, ça va prendre, je donne des chiffres, mais qui sont sans doute complètement bidons, 150 personnes, on va être obligé d'embaucher des CDD pour travailler sur le projet. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment ça va se structurer au niveau de la région? Puis après, j'aurai la même question au niveau des fédérations et des ligues régionales, puisque Marie-Christine Place, vous êtes présidente du Cross-Ora, puis après on parlera même du niveau un peu plus local avec les comités départementaux et les clubs. Est-ce que vous savez tous à votre niveau déjà ce que ça va impliquer, comment ça va se concrétiser, s'organiser, qui, quoi, avec quelle mission? Alors, effectivement, il y a encore des choses qui restent à définir. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une grande région du sport qui aime le sport. Nous, tous à la région, élus, agents, on est tous engagés sur les Jeux. On a tous la mission d'en faire la promotion et derrière, il y aura un travail, mais on va aller chercher des partenariats avec les entreprises, on va se servir des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs de haut niveau pour promouvoir ces Jeux. On va aller dans les écoles, on va demander aux jeunes de venir sur les compétitions sportives pour découvrir ce qu'est le ski ou ce qu'est le saut à ski ou le patinage artistique, que sais-je. En tout cas, on est tous mobilisés, ça c'est sûr. On sait qu'il faudra à peu près 15 000 bénévoles et on espère que la majorité de ces bénévoles seront issus de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura différentes missions et on essayera de les préparer au mieux pour qu'ils puissent répondre aux attentes du COJOP. Monsieur Provigny, est-ce qu'on a commencé au niveau... Alors je rappelle, vous êtes président du comité départemental de ski. Est-ce que vous avez commencé déjà à travailler, à mobiliser les petits jeunes pour les fédérer autour... Alors je dis les petits jeunes, pardon, les petits jeunes, mais les moins jeunes, de fédériser... Pardon. Fédérer, je vais y arriver, merci Patrick, fédérer les jeunes, fédérer les gens vers les Jeux Olympiques de Paris Alpes françaises 2030. C'est la fin de journée, excusez-moi. Alors, il faut déjà dissocier plusieurs choses. Le mouvement olympique, c'est une chose. L'organisation sur le terrain sera déléguée aux fédérations délégataires qui, elles, seront en charge avec la Fédération internationale de ski par la partie ski, mais des sports de glace pour les sports de glace et du hockey pour le hockey. Chacune de ces fédérations aura donc ses équipes de professionnels et de bénévoles qui sont, comme sur toutes les étapes de Coupe du Monde ou les championnats du monde depuis des années, en capacité de répondre aux critères qui leur seront imposés par l'organisation. D'accord ? Donc c'est un monde totalement différent qui n'est pas pour l'instant encore complètement impliqué dans la partie organisation, décision, hein, mais qui est plutôt sa mission sur le terrain pour que, sur le plan sportif, ça se passe bien. Après, au niveau, donc, on en parlera sans doute tout à l'heure, hein, mais au niveau des engagements, effectivement, dans les fédérations sportives, on aura forcément des bénévoles qui vont venir renforcer ces équipes et qui auront d'autres missions que celles justement de la pratique sportive, mais celles aussi d'amener du public et de faire de ces Jeux Olympiques un événement aussi enthousiasmant que l'ont été les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors, Madame Place, vous en avez parlé un petit peu, on commence à parler 15 000 bénévoles, c'est là qu'on fait le lien avec les Beaujolais Runners et qu'on se dit pourquoi on est là ce soir. C'est parce que les Beaujolais Runners, même avant qu'on ait finalisé tout ça, ils ont commencé de vous dire, bah nous ça nous intéresse et on va vous fournir 100, 150, 200, je ne sais pas combien de bénévoles. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui va se passer? Et puis après, on passera la parole au président des Beaujolais Runners, Alain Bouy, pour qu'il nous dise voilà, pourquoi les Beaujolais Runners veulent s'engager déjà dans Alpes 2030. Donc nous, on est en train de constituer un réseau de bénévoles justement pour essayer, comme je le disais à l'instant, de mieux les préparer, de les acculturer justement à l'olympisme, au paralympisme. Et l'idée, c'est de pouvoir faire le lien aussi avec les Beaujolais Runners pour, voilà, je pense d'ici 2 ans, enfin en 2028, je pense qu'il y aura déjà des appels volontaires pour pouvoir commencer à s'engager sur les Alpes françaises.
Et ça sera des belles missions. Donc merci, effectivement, il y a une vraie démarche aujourd'hui si on a cette table ronde autour de Alpes françaises 2030 et l'Olympisme, on parlera un petit peu plus d'Olympisme, ça correspond à une volonté que nous avons émise, un projet du club sur 2030, Solidarité 2030, on en a parlé tout à l'heure, le projet territorial 2030, continuer à grandir et continuer à organiser une belle fête soutenue par nos partenaires dont la région, et puis les Jeux Olympiques 2030. Moi j'ai engagé le club sur ce projet formidable. Alors je vais vous raconter une petite histoire, sous couvert de Patrick. Ma première histoire en 64 avec les Jeux Olympiques, Michel Jazzy, Tokyo 4e. Drame 4e. Et là, depuis, eh bien, il aurait dû gagner, il finit 4e. Donc là, mon histoire avec l'Olympisme commence mal. Je suis tombé amoureux de l'Olympisme, des Jeux Olympiques en général. Je ne suis jamais venu ouvrir les portes ni du comité départemental ni du comité régional, mais je suis profondément amoureux des Jeux Olympiques et c'est sûrement pour ça que j'ai engagé le club dans la démarche. Alors, moi j'ai mal vécu les Jeux Olympiques de Paris. Je vous en expliquerai tout à l'heure autour d'un verre de Beaujolais pourquoi. En revanche, je me suis dit quand même dans notre région, on a une chance. Parce que comme j'avais mal vécu Paris, je me suis dit chic, on va avoir un super truc sur notre territoire, les Jeux Olympiques Alpes 2030. Et donc là j'ai dit, Alain, t'as loupé Paris, on va pas louper Alpes 2030. Et donc je me suis dit, on va y aller. Et j'ai engagé le club dans le projet. Et donc on a lancé l'opération JO 2030 au sein du club. L'engagement que j'ai pris, c'est d'abord d'avoir 100 bénévoles à apporter à la région, parce que moi je suis la région nous aide. Et j'ai écrit au président Pankouk, dès que j'ai pris la décision, je lui ai dit, écoutez, je ne vous écris pas pour vous demander de l'argent, je vous écris pour vous proposer nos services à 2 niveaux, 100 bénévoles, je prends l'engagement de 100 bénévoles, et puis également de faire de la promotion. Et si vous êtes allé vous promener sur le village tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a un très beau stand tenu à la fois par la région, par le comité régional olympique et les comités départementaux olympiques. Donc on fait la promotion des JO, et si vous regardez la magnifique jaquette orange de mon copain, eh bien vous voyez qu'il y a l'écusson qui nous a été offert à la région l'autre jour, qui soutient les Jeux Olympiques. Donc je pense pouvoir dire qu'on est peut-être les premiers à officiellement s'afficher à vos côtés, Madame la présidente de la commission des feux. Non, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, il y a un engagement profond des Beaujolais Runners autour de ce projet territorial qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, au niveau des bénévoles, on va faire un petit lien, puisque la région, si je ne me trompe pas, vous avez la compétence sur les lycées. Est-ce qu'il est prévu de mobiliser les lycéens aussi, en sachant qu'on a 2 difficultés, c'est qu'on est à 4 ans, donc ceux qui seront au lycée au moment des Jeux Olympiques, pour l'instant, ils sont au collège. Et puis, c'est des personnes qui sont globalement mineures. Mais est-ce que néanmoins, il y a des actions qui sont prévues pour les mobiliser aussi, un peu à l'image de ce que M. Provini a évoqué pour les différents clubs? Alors c'est sûr qu'à plus de 4 ans, on n'a pas encore l'action précise qui sera faite dans les lycées. Ce qu'on essaye de faire toujours avec le Pass Région, lors de la Coupe du Monde de ski par exemple à Courchevel, on a l'habitude d'inviter les lycéens et de leur offrir le forfait pour la journée et aussi le forfait aux personnes qui les accompagnent. Donc forcément il y aura quelque chose sur les lycées qui sera fait. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la région elle aime les bénévoles, elle organise le trophée des bénévoles du sport et cette soirée elle a eu lieu la semaine dernière. On récompense dans différentes catégories les bénévoles hommes et femmes, là on veille à la parité et c'est une soirée importante parce qu'on découvre que ces gens qui s'engagent le font avec passion, avec le cœur, et quand vous faites les choses avec le cœur ça marche pour tout, parce que là vous parlez des bénévoles qui sont sur le marathon du Beaujolais, j'ai envie de dire bénévole un jour, bénévole toujours. Monsieur qui est un ancien bénévole des Jeux Olympiques de Paris 2024, il peut venir aussi sur 2030, je crois qu'il fait Cortina l'année prochaine, enfin voilà quoi, donc on est capable d'être bénévole sur beaucoup d'animations et de toute façon on les soutiendra sans problème.
Alors merci pour ces réponses. Avant de passer à quelques témoignages avec Patrick, j'ai quand même 2 petites questions supplémentaires sur ce qui va se passer dans le futur, les prochaines étapes. Le COJOP n'est pas encore complètement structuré. On voit régulièrement, pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, il y a des offres d'emploi. Vous avez dit que le président Pankouk allait prendre la tête du comité dans quelques temps. Est-ce qu'il reste, et peut-être là les gens qui sont un peu plus sur le terrain, qui connaissent, est-ce qu'on sait aujourd'hui tous les sites de compétition, est-ce qu'ils sont connus? Moi j'ai entendu dire que par exemple, mais c'est que des choses que je lis, que pour la patinoire de vitesse, on va peut-être pas en construire une en France, on ira peut-être patiner en Hollande parce qu'on n'en a pas, mais qu'on va réutiliser, comme vous l'avez évoqué, la piste de bob de La Plagne. Voilà, est-ce que ça c'est des choses qui vont se finaliser? Est-ce qu'on a défini, je crois que c'est vous, Madame Mathieu, qui avez parlé d'emblèmes, pas d'emblèmes, mais d'égérie, des jeux, de parrain des jeux pour faire la promotion. Voilà, est-ce que c'est les prochaines étapes? Est-ce qu'on sait déjà qui sera je vais pas dire la mascotte, mais le parrain des jeux, qui va promouvoir l'image des jeux? Voilà, est-ce que c'est des prochaines étapes? Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'il y a plein d'incertitudes? Est-ce que tout est certain? Si j'étais au courant, beaucoup de gens seraient au courant. En fait, ce qu'on sait, c'est déjà les sites. Effectivement, on connaît pratiquement tous les sites. Effectivement, l'intérêt, c'est de réutiliser quelques sites des Jeux Olympiques de 92, notamment donc la piste de bob et de luge de La Plagne et le tremplin de saut de Courchevel, avec des aménagements mais minimes. Tout ça pour ne pas faire des coûts gigantesques et respecter aussi l'argent de tout le monde. Et puis, effectivement, la piste de short track et de patinage de vitesse, il n'y en a pas en France. Ça coûte extrêmement cher. C'est pas forcément rentabilisé par la suite. Donc la bonne idée, c'est d'aller. Alors on ne sait pas encore si ça sera aux Pays-Bas ou en Italie, hein, voilà. Mais ça ne sera pas en France, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Après sur les mascottes et tout ça, rien n'est décidé. C'est encore trop tôt, donc soyez patients, ça arrivera. Mais pour l'instant rien n'est décidé. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Madame la Présidente, sur les lycéens. Effectivement, donc on sait qu'on a un public qui est immense sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi sur PACA, auprès de ces lycéens qui sont bien sûr encore un peu, ils seront trop vieux pour les Jeux de 2030, ceux-là, mais ceux qui arriveront en 2030 à être lycéens, on pourra leur faire profiter de la chance d'aller aux Jeux Olympiques, comme on l'a fait déjà sur les championnats du monde à Val d'Isère en 2009, on l'a fait en 2023 sur les championnats du monde à Méribel, où on peut emmener 500 à 1000 lycéens par jour assister aux épreuves de Coupe du Monde. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Alors là, quand je dis on, c'est le comité de ski, la Fédération française de ski et ses structures locales qui sont capables de le faire, mais aussi avec l'aide du comité départemental olympique et sportif et du comité régional olympique et sportif, où tous ensemble, on va travailler pour pouvoir permettre à ces lycéens de venir animer les aires d'arrivée des courses, assister, faire de la couleur, de l'ambiance, et puis vraiment faire un engouement par rapport à ces jeux pour que ça soit festif et qu'il y ait du monde qui soit dans les aires d'arrivée. Voilà, donc ça c'est les engagements, les choses qui sont là. Non, après, je pense que Jean-Michel a dit pas mal de choses. Ça sera sur le premier semestre où on aura les premiers éléments de communication et où on pourra se projeter peut-être un peu plus. Alors on va rentrer, merci messieurs, dames, dans une deuxième phase. Vous allez rester avec nous parce que vous allez témoigner. On va solliciter Patrick Monteur. Patrick, je vais présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Si je me trompe, vous viendrez me taper sur les doigts, mais ça veut dire que votre page Wikipédia n'est pas à jour. Alors moi j'ai trouvé pigiste pour la presse écrite et la radio. Vous serez ensuite commentateur sportif à la télévision de 1983 à 2020. Commentateur passionné des épreuves d'athlétisme et des marathons, vous avez également commenté plusieurs éditions des Jeux Olympiques et Paralympiques, en athlétisme bien sûr, mais aussi en triathlon, en combiné nordique, en saut à ski. Vous serez aujourd'hui avec nous sur le marathon du Beaujolais en tant que président, créateur, animateur de Radio Montel. Et on va maintenant vous solliciter, je vais vous poser plein de questions sur vos expériences des Jeux Olympiques. Mais j'aurais juste avant, Christophe, juste apporter ma petite pierre sur Alpes 2030, juste dire deux choses qui sont pas si périphériques que ça. Je suis content que Marie-Hélène Mathieu soit là parce que je vais lui donner ces deux aspects de choses qui me semblent très importantes. La première, les Jeux Olympiques de Paris ont été une grande réussite. C'était mes 13e Jeux.
Et je pense que c'était les plus beaux sans chauvinisme aucun. Et ce qui m'a beaucoup touché, moi, beaucoup, en dehors des bénévoles qui ont été extraordinaires et des compétitions, ça a été tout ce qui a été organisé avec le label Pour tous. Que ce soit le marathon pour tous, par exemple. J'ai rencontré plein de gens qui avaient fait le marathon ou le 10 km et pour eux, ça reste le souvenir sportif le plus fort de leur vie. Et je me dis, ma chère Marie-Hélène, moi qui n'ai pas l'oreille spécialement d'Edgar Gros-Piron, que j'ai connu par ailleurs, mais bon, qu'il a certainement oublié, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour le pour tous dans ces Alpes 2030. Et je pense au trail. Je pense au trail parce que le trail aujourd'hui fédère énormément de gens, tout âge, tout statut confondu. Et d'ailleurs, Alain va organiser dimanche un trail. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Il y a je ne sais combien de départements sur les deux régions. Je crois que c'est 17 départements, il me semble. Hein, donc il y a possibilité peut-être de faire 17 trails pour tous. Et moi, je trouverais ça absolument merveilleux d'associer le trail, qui est une course de nature et de montagne à la base, à ces Alpes 2030. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me tient énormément à cœur et que je partage avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Sandrine Schex. Sandrine, c'est une fille qui est une femme qui est absolument merveilleuse et qui a un cœur énorme et qui voudrait que le sport adapté figure au programme des Jeux paralympiques. Et il faut savoir que les handicapés dits mentaux sont encore en dessous, considérés encore en dessous les handicapés dits physiques. Et ce serait quand même extraordinaire que nous soyons un tout petit peu les pionniers en la matière et qu'on ouvre les compétitions paralympiques à ces sportifs magnifiques que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Et je sais que Sandrine a fait une pétition, Marie-Hélène, oui. Et j'aimerais que ce rêve devienne réalité. Voilà. Oui, ce que je voulais rajouter, Patrick, suite à votre intervention, c'est effectivement Sandrine Schex, qui est vice-présidente et qui est en charge le handicap, la violence faite aux femmes à la région. Elle porte ça effectivement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, avec cette tribune qu'on est tous invités à signer pour que effectivement il n'y ait pas de différence et que dans nos sites, et on réfléchit beaucoup justement à l'accessibilité de tous ces sites pour pouvoir accueillir ces personnes handicapées, physiques, mentale et donner de l'inclusion dans tout ce qu'on fait. Mais l'accessibilité ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une volonté politique que Sandrine incarne, et il faut que le COJOP soit comment dire, conscient de ça, vraiment. Mais elle va se battre pour. Hein. Comment ? Elle va se battre pour. Oui, oui, moi aussi d'ailleurs. Hein, donc on ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Alors peut-être. Alors Patrick, on va revenir, vous l'avez dit, 13 expériences olympiques. Oui, exactement, on va revenir. Non, pardon, excusez-moi. 13 expériences olympiques. Quelques mots, les athlètes qui vous ont le plus marqué. Alors, en vrac, les athlètes, para-athlètes, bien entendu, on n'oublie pas, il y a les Jeux olympiques, paralympiques, les Français, les étrangers. Lesquels vous ont marqué? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a retenu? Puis on posera la même question à nos témoins s'ils ont une petite histoire à nous raconter. Moi, il y a 3 athlètes qui sortent du lot, pas Jésus, hein. Il y a 3 athlètes qui sortent du lot. D'abord, c'est Marie-Christine Place en numéro 1, qui a franchi brillamment 1m55 à la hauteur. Non, mais c'est extraordinaire, alors que son record était d'1m54, elle l'a amélioré. Un peu comme Mondo Duplantis, mais elle a gagné je ne sais pas combien de milliers de dollars parce qu'elle a réussi 1 centimètre de mieux. Donc ça, c'est vraiment mon athlète olympique favorite. Et puis après, j'ai 2 autres... c'est marrant parce que c'est que des femmes, Jean-Michel. C'est drôle, hein, quand même. Ouais. La deuxième, c'est Samia. Samia, je l'ai connue à Pékin en 2008. C'est une jeune femme qui venait de Somalie, de Mogadiscio, et qui courait le 100 mètres dans une série où se trouvaient des Jamaïcaines, en tout cas une Jamaïcaine, une Américaine. Autant dire qu'elle a vu que le short de la Jamaïcaine et de l'Américaine. Elle a terminé largement dernière, mais elle a battu son record personnel. Et elle était tellement heureuse d'avoir battu son record personnel que quand je l'ai interviewée,
Elle m'a dit c'est un rêve aujourd'hui sur les Jeux Olympiques. Elle avait été invitée par le CIO. Parce qu'elle n'avait pas le chrono suffisant pour participer autrement. Et elle m'a dit, tu seras à Londres dans 4 ans. Je lui ai dit, oui, je serai à Londres dans 4 ans. Écoute, je te donne rendez-vous à Londres et tu verras, je vais encore battre mon record personnel parce que là, ça m'a donné la pêche et tout. Elle est rentrée chez elle à Mogadiscio. Il faut savoir que la Somalie, c'est un pays qui est en guerre permanente. Son père a trouvé la mort. Il a été abattu par un sniper dans les rues de Mogadiscio. Elle a dû s'occuper de ses frères et sœurs. Bref, c'était une galère pour elle. Et elle est partie s'entraîner en Éthiopie, où ça n'a pas vraiment marché non plus. Et finalement, j'ai eu des nouvelles d'une manière indirecte par un autre champion somalien qui s'appelle Abdi Bile, et qui m'a dit, je lui ai demandé des nouvelles de Samia, et il m'a dit, Samia a essayé de franchir la mer dans une embarcation de fortune, et aujourd'hui, elle est au fond de l'océan. Et donc, je ne l'ai jamais vue arriver à Londres, mais... il ne se passe pas une seule journée où je ne pense pas à Samia. Donc voilà, ça c'est mon héroïne. Et ma deuxième héroïne, ma troisième si je compte bien sûr Marie-Christine, mais ma troisième héroïne, c'est Mariké Vervoort, qui a été championne paralympique du 100 mètres et du 200 mètres à Londres, qui a été médaillée paralympique à Rio en 2016 et qui était atteinte d'une maladie neurodégénérative extrêmement sévère qui la faisait souffrir d'une manière absolument incroyable. Elle hurlait la nuit. J'ai eu l'occasion de faire un reportage sur elle pour Stade 2. J'ai vécu avec elle, si on peut dire, j'ai partagé quelque part un tout petit peu sa souffrance, et elle avait signé ses papiers pour l'euthanasie, pour être euthanasiée en Belgique, puisqu'elle est flamande. Et Mariké m'a dit, lorsque la souffrance sera supérieure au plaisir que je ressens à boxer ma maladie, eh bien ce jour-là, je mettrai le clignotant. Elle a tenu jusqu'à Rio en 2016 et un jour, j'ai reçu un faire-part de sa part. Donc, elle m'a convié à son départ. Je suis allé l'accompagner donc jusqu'au bout. On a bu le champagne avec ses amis et elle est partie paisiblement. Donc, que ce soit Marie-Christine, que ce soit Samia ou que ce soit Mariké, alors dans des registres évidemment très différents, je les garde au fond de moi comme mes héroïnes olympiques. Voilà. Mais pas Jésus. Alors peut-être un petit mot, puisque ici vous avez parlé de para-athlètes. Ici dans la région, pas très loin d'ici, on a une grande championne française paralympique, Assia El Hanouni. Oui, qui a été multimédaillée. Multimédaillée, voilà. Peut-être une petite anecdote sur Assia El Hanouni, si vous en avez une. Oui, non, Assia, c'est d'abord c'est une malvoyante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aveugle, mais elle voit, elle a juste son champ de vision est rétréci. Et Assia, ça a été une de nos grandes championnes sur 800 mètres. Et elle a disputé les championnats de France valides, où elle est rentrée en finale plusieurs fois dans les championnats de France valides sur 800 mètres. Donc c'est une athlète de très haut niveau qui effectivement a récolté un maximum de médailles paralympiques, qui a porté haut les couleurs de la France, et ça a été une fierté de la côtoyer, c'est vrai. Donc à chaque fois elle était disponible, elle était très agréable et très ouverte aussi, et elle ne parlait jamais de son handicap, bien sûr. C'était d'abord la performance avant tout. Alors avant de poser la question sur les héros de nos invités, j'ai une autre championne de la région, Patrick, je voulais vous solliciter. Annette. Non, alors Annette oui, mais c'est un peu plus ancien que ça, c'est Mélina Robert-Michon. Ah, Mélina, c'est notre héroïne à tous. Et Mélina, c'est à la fois une grande championne dans une longévité absolument incroyable, hein, même si Marie-Christine Place aujourd'hui continue bien sûr de truster les premières places des compétitions, mais Marie-Christine Place, c'est un peu notre Mélina à nous, hein, je veux dire, ouais. Et Mélina, donc, qui est une grande dame, parce qu'elle est à la fois extrêmement performante dans la longévité, mais surtout, et c'est le plus important, ce que je voulais dire, elle a un cœur énorme. C'est quelqu'un qui est hyper disponible. Tout à l'heure, Marie-Hélène parlait des lycées, des écoles. C'est capital d'aller porter la parole olympique dans les établissements. Et je sais que Mélina y va, je sais qu'elle est là. Et il faut absolument mobiliser les forces régionales de ces athlètes qui ont envie de tendre la main. Tous les sportifs n'ont pas envie de tendre la main. Il ne faut pas non plus faire un petit paradis. Il y a beaucoup de sportifs qui sont
concentrer exclusivement, mon cher Jean-Michel, sur leur nombril, mais il y a des sportifs qui lèvent la tête, il y a des sportifs qui tendent la main, et parmi tous ces sportifs-là, il y a Mélina. Alors, je vois quand même qu'on est resté très focalisé sur l'athlète. Je vais demander à nos invités si eux, ils ont d'autres zéros. Comment ça, zéro? Non. D'autres héroïnes ou héros. Des zéros, j'en ai. Hein. Oui, mais héros ou héroïnes sportifs. Voilà. Jean-Michel, je suppose qu'il va nous parler d'un skieur, monsieur Provini. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais rester dans l'athlète. Mais avant, ce que je voulais dire, par rapport à ce qu'a évoqué Patrick concernant l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques à tous les publics, c'est quelque chose que nous, le monde olympique, les crosses, les GOS, on soutient. Nous, au niveau du comité départemental olympique et sportif, on encourage nos clubs à faire la démarche de s'ouvrir à ces publics. Et à titre personnel, dans mon ski club à le Lyon Oulin Ski, on accueille des jeunes en situation de handicap et notamment des jeunes en situation de handicap mental, et on n'a aucun problème pour les inclure avec les autres. C'est tout à fait possible de le faire et tout le monde y trouve son compte. Je ferme cette parenthèse importante pour revenir donc sur la personne, le sportif qui m'a le plus marqué. C'est un athlète que tout le monde connaît, il s'appelle Usain Bolt. C'était lors de la finale du 100 mètres à Londres. J'ai eu la chance de pouvoir aller assister à ça en vrai à Londres ce jour-là. Et tout à l'heure, Patrick parlait d'un geste. En fait, Usain Bolt, il a eu un geste qui, moi, m'a montré la force que peut avoir quelqu'un. Au départ du 100 mètres, le stade olympique de Londres est bourré de monde, il y a un bruit pas possible, ça crépite de partout. Ils sont dans les starting blocks, le bruit doit gêner les athlètes. Usain Bolt se met dans les starting blocks, fait ça avec son doigt, on le voit tous sur l'écran. L'ensemble des spectateurs, la totalité, s'est tue pendant jusqu'au départ, jusqu'au coup de pistolet. Ça m'a marqué parce que de voir une seule personne, alors quelle personne bien sûr, arriver à avoir un tel impact sur un public qui était capable de faire ce qu'il voulait, pour moi ça m'a énormément marqué, au-delà de la performance de l'athlète. Juste pour ajouter un truc sur Usain Bolt, qui est effectivement un champion d'exception, mais un homme magnifique. C'est Rio, donc 4 ans après Jean-Michel, Rio 2016. Il est 1h du matin. Il reste 3, 4, 5 journalistes en tribune de presse. Il se trouve que je suis encore là à 1h du mat dans le stade. J'ai du mal à quitter le stade. Et qu'est-ce que je vois arriver? Usain Bolt, à 1h du mat, vous devinerez jamais pourquoi, pour lancer le javelot. Et je me suis dit, un sprinter de cette classe-là, qui vient dans le stade juste pour s'amuser à lancer le javelot, ça en dit beaucoup sur le personnage. Madame Place, votre héros, votre héroïne sportif ou parasportif? Alors, j'en ai 2 dans l'athlétisme. J'ai Patrick Montel qui a animé toute ma jeunesse. Quand j'allumais mon poste, j'étais devant les compétitions d'athlétisme et ça reste un grand moment d'émotion et beaucoup de souvenirs. J'ai à la fois Marie-Josée Pérec et puis Christophe Lemaître qui est aussi dans notre région et qui a fait d'énormes choses. Et puis pour sortir de l'athlétisme, j'ai aussi dans mon cœur Léon Marchand, que j'ai eu la chance de pouvoir voir lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et qui reste aussi avec cette dimension, cette humilité qui force le respect et cette force mentale aussi pour aller chercher toutes ces victoires. Voilà, ça reste des modèles très inspirants. Madame Mathieu. Eh bien moi j'ai un petit coup de cœur pour... moi j'aime beaucoup Laura Flessel que j'ai encore rencontrée la semaine dernière justement au Trophée des bénévoles, qui a été une grande sportive et surtout aujourd'hui qui reste engagée pour la place des femmes dans le sport et justement pour les bénévoles. Et je trouve que c'est bien que ces anciens sportifs qui ont connu la gloire et beaucoup de choses aujourd'hui reviennent sur le terrain et essaient de donner justement une impulsion différente quand elle rencontre voilà, les bénévoles. La semaine dernière, c'était très intéressant ce qu'elle a dit. Et puis mon petit coup de cœur, c'est Arthur Bauchet, qui est un sportif paralympique, un skieur paralympique. Et je voudrais lui souhaiter le meilleur parce que je l'ai rencontré l'année dernière, j'ai discuté avec lui, j'ai vu des reportages. Et quand on voit derrière une épreuve la souffrance qu'il peut y avoir, terminer sur un brancard, c'est vraiment très marquant et on se dit que c'est des personnes qui se dépassent, qui vont au bout d'eux-mêmes et c'est un garçon qui a un sourire magnifique et solaire, rayonnant, qui est toujours de bonne humeur et je lui souhaite vraiment le meilleur. Alain, Monsieur le Président.
Alors, c'est un petit peu compliqué parce que dans ma tête, il y a une foultitude de choses parce que je suis un dingue de sport depuis tout gamin. Et c'est vrai que mon voisin, il m'a fait vibrer, mais tous les commentateurs, les grands commentateurs qu'on a connus, qui étaient par exemple au rugby, Roger Couder, Pierre Salviac, récemment. Ça va lui faire plaisir que tu cites Salviac. Ben, je dirais, oui, c'est vrai, il nous a fait vibrer. Comment s'appelle-t-il? Jean-René Godard, qui vient de nous quitter. Voilà, qui était un cycliste. Donc tous ces gens-là nous ont fait vibrer, nous ont fait découvrir le sport, nous ont fait aimer le sport. Alors c'est compliqué d'aller chercher un seul nom. Je vais en citer deux. Un qu'on vient d'évoquer ensemble, qui a été pendant 4 ans le parrain du marathon international du Beaujolais. Une grande personne, une belle personne, Stéphane Diagana. Grand champion, parce que grand champion sur le terrain, mais un homme extraordinaire en dehors. On a partagé, donc petite pensée pour Stéphane. Et puis deuxièmement, moi j'ai un flash, Serge Blanco, Coupe du monde de rugby, un essai, félin. Il faut dire que Serge Blanco, c'est un garçon qui est d'origine, qui est métisse, hein, et il était dans un unisport, dans un sport en France où il y avait que des joueurs blancs, et on a un métis qui arrive, et il est extraordinaire. Et il est félin, il a une classe, il est au-dessus de tout le monde. Et c'est vrai que Serge, voilà, ça reste dans ma tête. Voilà. Merci. J'ai juste une anecdote sur Stéphane. Effectivement, un truc pour vous montrer, hein, Stéphane Diagana. Une seule? Une seule. J'en ai plein, mais celle-là, pour moi, elle est très forte parce qu'elle exprime exactement ce qu'est Stéphane Diagana, c'est-à-dire quelqu'un extrêmement brillant, mais qui reste d'une humilité profonde. Je suis dans le taxi avec lui, on rentre d'un championnat, je ne sais plus lequel. Donc on rentre en taxi tous les deux lorsque le téléphone sonne, son téléphone à lui, le mien sonne jamais. C'est terrible. Donc son téléphone sonne et c'est Sarkozy qui est au bout du fil et qui lui dit: Monsieur Diagana, est-ce que vous acceptez d'être ministre des Sports dans mon gouvernement ? Je serais très honoré si vous acceptiez, etc. Et Stéphane lui dit non merci Monsieur Sarkozy, c'est très gentil, mais je ne me sens pas compétent, capable d'assumer cette fonction. Je dis ça parce que je crois que personne d'autre aurait refusé cet honneur-là, et lui l'a refusé d'une manière très poli, très calme, simplement parce qu'il estimait qu'il n'avait pas les compétences pour le faire. Moi, personnellement, je pense qu'il aurait été un très bon ministre des Sports, mais lui en a jugé autrement. Ça, c'est Stéphane Diagana. Voilà, merci. Je crois qu'on va s'arrêter sur ce témoignage. Je voudrais remercier nos intervenants et intervenantes. Alors, Alpes françaises 2030, ce n'est que le début. On est à 1500 jours, ça va quand même aller très très vite. Donc peut-être que, Monsieur le Président, je me retourne vers le Président des Beaujolais Runners, on renouvellera cette conférence Alpes françaises 2030 l'année prochaine sur le marathon du Beaujolais. Oui, bien sûr, et bien sûr, on va accompagner, parce que le projet c'est accompagner dans la durée jusqu'en 2030, d'être à vos côtés, soutenir, être là, donner, partager l'ambition, partager la volonté d'avancer. Je dis souvent, quand il y a une volonté, il y a un chemin, donc on va trouver le chemin ensemble. Et puis moi, j'ai bien retenu l'idée de mon petit voisin, là. On s'est trouvé déjà plein de points communs. Et alors, il a soufflé une idée que moi, j'avais un petit peu en tête. C'était ce fameux pour tous. Et effectivement, nous, dans la course à pied, on se disait que ce qui a été fait à Paris, ça serait certainement très bien de le faire sur la région. Et en tout cas, moi, je peux vous garantir une chose, c'est que l'idée qu'on partage avec Patrick, qui est certainement partagée par d'autres, faire un trail pour tous, par exemple, pendant la période des Jeux de Paris. Vous pourrez passer, Marie-Hélène, tu pourras passer le message aux gens du COJO. Nous, dans le Beaujolais, on est prêts à vous aider, modestement, humblement, mais on sera là. Voilà, merci à toi. En tout cas, merci à nos intervenants. Madame Marie-Hélène Mathieu, conseillère régionale, présidente de la Commission des sports, des Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Marie-Christine Place, présidente du Comité régional olympique et sportif. Jean-Michel Provini, président du Comité départemental de ski, membre du Comité départemental olympique et sportif. Et puis Patrick Montel, président de Radio Montel. Et monsieur Alain Bouy, président des Beaujolais Runners. Il y avait presque que des présidents sur cette scène. Merci à vous.